C'est bon, on va commencer. Les retardataires nous prendront en route. Alors, je tenais vraiment, au nom de toute la communauté libre de prospérer, te dire infiniment merci, Stéphanie, de nous permettre ce matin de partager ton immense expérience de 28 années dans l'immobilier. Au Québec, tu es une référence. Je suis tellement, je manque de mots, tellement je suis contente ce matin de pouvoir offrir ça, ta présence en fait à notre communauté. Alors, au nom de la communauté libre de prospérer, je tiens vraiment à te dire un gros merci pour cet immense honneur que tu nous fais. Je vais t'avouer même que c'est l'une des rares fois où le monde est autant à l'heure, pas très loin de 10 heures. C'est dire à quel point, le sujet intéresse et surtout le profil de notre invité intéresse. Alors, on est en direct sur Facebook Live également. J'espère que j'ai une assistante pour l'occasion qui va pouvoir gérer ça pour moi et j'espère que tout va bien se passer. Alors voilà, chez nous en Afrique, on dit souvent, c'est un proverbe africain qui dit que quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Donc, ça veut dire que vu que tu es là en personne, Stéphanie, je vais te laisser la parole pour que tu puisses toi-même te présenter à notre audience. Merci encore pour l'honneur. Merci tellement, Victoire. Et puis, merci à toutes les personnes qui sont avec nous en live et ceux qui nous écouteront en replay. C'est vraiment un honneur pour moi et ça me fait tellement plaisir si je peux contribuer à donner le goût aux gens de se lancer en immobilier, quel que soit l'endroit où vous habitez, que vous soyez en Afrique, en Europe ou encore au Canada. On le sait, l'immobilier, c'est un pilier pour ceux et celles. On aura toujours besoin d'un toit, on aura toujours besoin de se loger. Et moi, c'est ce que je dis, l'immobilier, c'est pour ça que c'est si stable dans le temps. L'immobilier est souvent à la base de grandes fortunes et ça dans tous les pays. Et quel que soit notre objectif, on ne souhaite pas tous, Victoire, avoir, moi j'ai 98 appartements ici au Canada. C'est pas l'objectif de tous et chacun et c'est très parfait. Certains vont vouloir se lancer en immobilier pour assurer leurs vieux jours, pour payer des études à leurs enfants, pour être un petit peu plus libre financièrement, pour avoir plus de facilité à rembourser leurs dettes. Bref, il y a 1001 objectifs qu'on peut vouloir atteindre en lien avec l'immobilier et l'immobilier, oui, nous permet d'atteindre tous ces objectifs. Et moi, effectivement, comme tu le disais, Victoire, ça fait 28 ans que j'ai acheté mon premier bien immobilier à Montréal à l'époque. C'était un triplex, 3 appartements. J'avais 22 ans. Donc, si vous faites le calcul, j'aurai 50 ans dans un mois. Dans un mois, le 8 juin, à vrai dire. Et puis, alors, j'avais 22 ans quand j'ai débuté en immobilier. J'ai acheté mon immeuble à l'époque. J'étais étudiante en marketing à l'École des hautes études commerciales. Et il y avait un enseignant qui nous avait dit à la classe, si vous voulez être indépendant financièrement un jour, pensez à investir en immobilier. Et moi, je te le dis, Victoire, c'était tellement pas tombé dans l'oreille d'une sourde. C'est vraiment venu me chercher et j'ai dit, wow! Et déjà que j'avais un intérêt, moi, tout petite, un de mes passe-temps, c'était de dessiner des maisons, des intérieurs, j'aurais pu être architecte. J'ai toujours aimé ça. Alors, j'ai commencé à 22 ans et aujourd'hui, 28 ans plus tard, non seulement j'ai un parc immobilier intéressant ici au Québec, mais j'enseigne aujourd'hui. J'ai envie de retransmettre cette passion aux autres pour se lancer eux aussi en immobilier, donc quel que soit l'endroit où vous habitez pour ceux et celles qui nous écoutez aujourd'hui. Parfait. Mais c'est super. En tout cas, le parcours est très enrichissant et ils auront l'occasion de le voir eux-mêmes à travers ce qu'on va échanger. J'ai retenu, en fait, j'avais mis 97 logements dans mes dernières, mais j'ai dû me mettre à jour entre-temps. Tu es rendu à 98 logements. C'est tellement impressionnant. Souvent, on se dit, avoir déjà un logement, c'est compliqué. Mais là, être rendu à 98, même en 28 ans, c'est quand même énorme. Oui. Comment tu fais? Je te dirais que je me suis, avec les années, bien entourée. Ça, c'est la première chose. Et ce qu'il faut savoir qui est très intéressant, c'est que moi, Victoire, j'ai acheté mon premier immeuble à 22 ans et de 22 à 30 ans, je n'ai fait aucune autre acquisition. Alors, à l'époque, j'ai terminé mes études, j'ai même eu un commerce, donc j'ai été en affaires dans un tout autre domaine. Et à 30 ans, je suis allée faire une formation
avec un regroupement d'investisseurs immobiliers à l'époque. Là, c'était quand même, ça fait 20 ans de ça. Et là, quand je suis sortie de ce week-end-là, parce que c'était un week-end, là, vraiment, le samedi, le dimanche, toute la journée, et ça a été une révélation. Et je me suis dit, OK, c'est là que je m'en vais. Et j'ai commencé par la suite à faire des acquisitions beaucoup plus rapidement. Donc, dans les mois qui ont suivi cette formation que j'ai prise, j'ai acheté 8 appartements. Ensuite, quelques mois après, un autre 8, ensuite 16 et ainsi de suite. Parce que du jour au lendemain, après cette formation-là, j'avais dorénavant quelque chose de vital, c'est les connaissances. Ouais. Je savais, Victoire, c'est quoi un bon deal. Je savais où chercher. Je savais c'est quoi un bon locataire et comment les attirer dans mes appartements. Je savais comment rendre un immeuble rentable. Je savais comment calculer la rentabilité. Je savais distinguer c'est quoi un bon deal d'un deal qui n'est pas intéressant. Donc, et bien plus, tu comprendras. Oui. Et ça a été le début de tout ce parcours-là. Donc, vraiment, je te dirais qu'entre l'âge de 30 et 40 ans, c'est là que j'ai vraiment, là, ça a explosé. Ça s'est fait quand même assez rapidement. Et bien, évidemment, comme tu le mentionnes, c'est un parc imposant. Donc, j'ai été me chercher des gens. Moi, j'appelle ça un dream team, une équipe de rêve. Oui. Donc, évidemment, gestionnaire d'immeubles, concierge. Pour ceux qui sont en Europe, là, vous appelez ça des administrateurs de biens, avocats, fiscalistes, etc., qui sont aujourd'hui des gens clés dans mon succès. Tu comprends? Oui. Alors, c'est comme ça que j'ai réussi. Et moi, Victoire, ce que je trouve important de dire, c'est que je suis partie de zéro. Puis je sais qu'il y a des gens qui vont se reconnaître là-dedans. Moi, j'avais aucune connaissance. Déjà, excuse-moi, j'ai un commentaire qui dit, à 22 ans, où est-ce qu'elle a eu cet argent pour pouvoir acheter un bien? Donc, j'avais pas beaucoup de sous. Tu comprends? J'avais travaillé un peu à des emplois là, parce que j'étais étudiante, mais j'avais pas beaucoup de sous. J'ai mis le minimum à cette époque-là pour acheter mon premier bien immobilier. J'avais pas de connaissances non plus. Là. Rappelons-nous que c'est 8 ans plus tard que je me suis formée. Je dis toujours, j'ai été très chanceuse dans cette acquisition-là parce que j'aurais pu royalement me tromper. J'avais un papa qui est toujours vivant aujourd'hui, il va avoir 80 ans le 9 mai, donc dans 2 jours, je m'en vais le fêter. En petit groupe, évidemment, parce que pandémie oblige, mais mon père, quand je lui ai confié à l'âge de 22 ans, Victoire, que je voulais acheter un triplex, sais-tu ce que mon père m'a dit? Il m'a dit, es-tu tombé sur la tête? Ça n'a pas de bon sens. Les locataires, c'est l'enfer. Ça va être un paquet de troubles. J'imagine, oui. Parce que mon père ne connaissait pas ça, je n'avais aucun investisseur dans ma famille, personne qui était en immobilier, j'en connaissais pas. Et c'était simplement ce professeur au HEC qui avait semé cette petite pensée chez Stéphanie. Alors, effectivement, je suis partie vraiment de zéro avec même très peu de soutien, zéro soutien financier, zéro, mais aussi aucun soutien moral. Puis je lui en veux pas, parce que mon père faisait ça pour me protéger. Moi, je suis enfant unique, je suis fille unique, et mon père, qui m'aime plus que tout, voulait donc pas que je me trompe, tu comprends? Et aujourd'hui, il est très content puis il est très fier pour moi, évidemment. Donc aujourd'hui, en fait, avec 98 logements, tu mérites amplement le titre d'investisseuse en immobilier. Ouais. Alors, c'est quoi la différence entre investisseur immobilier et propriétaire immobilier? C'est quoi la différence? C'est une bonne question parce qu'il y a effectivement une différence. Moi, je dis souvent, monsieur, madame, tout le monde qui veut se lancer et qui achète un premier bien immobilier, comme moi, j'ai fait à 22 ans, j'ai acheté un bien, Victoire, en regardant l'immeuble, en me disant, le secteur est bien. J'ai fait mes calculs à l'époque sur une napkin une serviette de restaurant, imagine-toi, là, pour s'essuyer le visage. Ça n'avait pas de bon sens. Aujourd'hui, j'enseigne plus ça, j'enseigne pas ça. Mais je suis allée beaucoup au feeling à l'époque. Je m'étais dit, c'est bien, je vivrai ici, blablabla. Et j'ai acheté l'immeuble. Ça, c'est quelqu'un qui achète un bien et on peut faire un bon coup. La preuve, c'est que moi, j'ai été chanceuse, mais on peut aussi se tromper royalement.
Et un investisseur immobilier, pour moi, c'est quelqu'un qui va chercher les connaissances, qui achète en toute connaissance de cause, qui, oui, peut se fier un peu à son flair et à son intuition parce que je pense encore que c'est important, mais en même temps, qui va prendre ces intuitions-là et qui va aller les valider avec des faits, avec des chiffres. Tu comprends? Oui. Ça, pour moi, c'est la recette gagnante. Donc, un investisseur… On enlève un peu l'émotionnel, en fait. On va le mettre de côté beaucoup plus. On va être vraiment dans la raison, dans les faits, dans les calculs et se rassurer que le bien qu'on acquiert est rentable. Exactement, exactement. Donc, on va faire des choix plus éclairés. On va viser à acheter des biens qui, comme tu le dis, dégagent, moi j'appelle ça un cash flow positif. Donc, à tous les mois, j'ai des revenus de location, j'ai des dépenses et au final, ben, il me reste des sous à chaque mois. C'est ça, un bien rentable et c'est ce qu'on vise comme investisseur et ça s'apprend. Tu comprends? Oui. Puis, justement, tu as dit un terme qu'on devait aborder un peu plus loin dans la conversation, mais ce n'est pas grave, on peut y arriver tout de suite. C'est le terme de cash flow. On entend beaucoup dans ce terme-là dans l'immobilier. C'est quoi concrètement? Ça représente quoi exactement, cash flow? Le cash flow, dans le fond, c'est que beaucoup de gens font l'erreur, et surtout actuellement dans un marché immobilier qui est en ébullition, en tout cas principalement ici au Canada, c'est incroyable, tu le sais, parce que tu habites ici. Quand les maisons sont mises en vente, les biens immobiliers, il y a souvent des offres multiples actuellement, donc des offres d'achat multiples, de la surenchère. L'immobilier se porte très bien, mais c'est un marché de vendeurs. Et souvent, l'erreur que les gens vont faire, c'est qu'ils vont acheter et à tous les mois, ils vont avoir des sous à débourser de leur poche. Pour moi, ça, c'est pas un investissement à mes yeux d'investisseuse immobilier. Cash flow positif, c'est qu'après avoir payé, après avoir reçu les revenus de location et avoir payé toutes les dépenses. Donc, quand on parle des dépenses, bien sûr, on pense à l'hypothèque, mais aussi les assurances, les taxes, les frais de service, exemple électricité, etc., etc. Et tout ça? Tout, au final, il reste des sous à tous les mois. Et moi, je dis souvent qu'en principe, il devrait vous rester entre 50 et 70 dollars par mois. Bon, si vous êtes du côté de l'Europe, là, transformez le tout en euros par appartement. Donc, 50 à 70 dollars ou euros par appartement par mois. Ça vous donne une bonne idée d'un investissement qui est un bien intéressant. Et ça peut être plus, bien sûr, mais c'est un minimum. OK, parfait. Alors, il y a en même temps des questions qui arrivent dans le chat, mais je ne veux pas perdre le fil. Je vais juste regarder si ça a un lien avec quel type de bien vous conseillez à une personne qui veut se lancer dans l'immobilier, immeuble ou un terrain ou autre. C'est quoi ça? Écoute, c'est sûr que moi, je considère qu'un terrain, c'est intéressant, sauf que ça implique que vous allez devoir construire quelque chose ou faire construire. Donc, il n'y a pas des revenus tout de suite. Moi, je suis très, très pro. On achète un bien à revenus, 1, 2, 3 et plus appartements. Et là, du jour au lendemain, on a des locataires qui payent notre hypothèque et les autres dépenses. Donc, moi, c'est sûr que c'est ce que je suggère. Et souvent, les gens me demandent combien d'appartements je devrais acheter avec, exemple, la mise de fonds ou l'apport que j'ai. Je leur dis, le plus gros en fonction de ce que tu peux avoir avec la mise de fonds ou l'apport que tu as de disponible. Parce que c'est ça un thinking d'investisseur immobilier. Et tu sais, Victoire, moi, je suis une investisseuse depuis 25 ans, mais j'ai une autre passion qui est non négligeable et qui fait partie de mon succès, et c'est le développement personnel. Donc, les gens, s'ils vont sur ma chaîne YouTube, Stéphanie Milaud, ils vont voir, oui, des capsules en immobilier, mais j'ai beaucoup plus de capsules en développement personnel. J'ai eu une télé à l'époque qui s'appelait Ma Steph Télé sur différentes thématiques, mais moi, j'ai étudié beaucoup le succès. J'ai fait des formations en psychologie positive pour comprendre qu'est-ce qui fait que l'être humain réussit en général. Réussir sa vie, réussir sa vie personnelle, mais aussi sa vie professionnelle, sa vie financière. Et tout ça, c'est un thinking qu'on doit développer, Victoire. Tu le sais, tu as un blog, un site qui s'appelle Libre de prospérer. Ça commence ici. Exactement. C'est exactement ce qu'on apprend dans la communauté, que ça part de là. C'est la création de richesse, en fait, ça part de là. Exact. Alors là, on arrive maintenant à un point important de notre rencontre. Ça ne veut pas dire que les autres n'étaient pas intéressants, mais vraiment un point qui est très attendu aussi, c'est que on rêve tous quasiment, là, je suis quasiment certaine que tous ceux qui sont là aujourd'hui rêvent d'immobilier, mais souvent, ça reste à l'étape de rêve. Donc, quelles sont pour toi les différentes étapes clés
qu'on devrait suivre pour pouvoir passer du rêve à la réalité? Un, se former. Parce que le jour où on se forme, on ouvre nos œillères. On commence à croire que c'est possible. On commence à avoir des opportunités où avant, on ne les voyait pas. Parce qu'on apprend des stratégies. Je te dirais que ça, c'est la première étape. Et aussi importante, deuxième étape, moi, je dis toujours, il y a 2 piliers en immobilier, les connaissances pratico-pratiques. Et c'est pour ça que j'ai développé Immo Réussite. Donc, vraiment, comment calculer la rentabilité, trouver des deals. Bon, tout ce qu'on a mentionné là plus tôt et bien plus. Mais l'autre pilier, on vient d'en parler il y a 1 minute et on peut approfondir, c'est le mindset. Et pour moi, si tu as des croyances qui te limitent par rapport à l'argent, par rapport à l'immobilier, si tu as le syndrome de l'imposteur, si tu penses que toi, tu es né pour un petit pain, je ne sais pas si, en tout cas au Canada, les gens connaissent, au Québec connaissent cette expression, je ne sais pas du côté de l'Europe et en Afrique, mais être né pour un petit pain, ça veut dire avoir une pensée limitée par rapport à l'argent. Hein, je suis née pour un petit pain, donc je ne peux pas avoir une boulangerie, c'est une expression ou encore la fameuse phrase que moi, mon père m'a dit et qu'on a souvent entendu si on est québécois, puis peut-être ailleurs aussi, l'argent ne pousse pas dans les arbres. Oui, je comprends là, que c'est une figure là, de style, mais en même temps, c'est drôle, j'ai dit ça à mon petit garçon la semaine dernière. On discutait des sous et mon garçon a 12 ans. Il me dit, mais c'est vrai, maman, que l'argent ne pousse pas dans les arbres? J'ai dit, je comprends, Louis-David, mais c'est une expression qui veut dire que l'argent est dur à gagner alors que c'est faux. Et moi, ma mission avec mon jeune garçon, j'en ai juste un enfant, je veux qu'il développe rapidement, tôt dans sa vie, des croyances à l'effet que c'est facile d'attirer l'abondance à soi et tout part de notre façon de voir la vie. Donc, moi, je vous dirais qu'il faut travailler ces 2 piliers-là de façon conjointe, de façon parallèle. Super, super. Ça, je pense que c'est vraiment important et je suis sûre que les membres apprécient ces réponses-là parce que ça va leur permettre justement de se positionner et arriver à concrétiser leur rêve d'achat de biens immobiliers. Alors, il y a une réalité qu'on vit en ce moment, c'est la pandémie. Oui. Et dans cette pandémie, curieusement, on a l'immobilier qui explose. En tout cas, en termes de prix, le marché est très, très tendu. La concurrence, s'il vous plaît, vous pouvez juste couper vos micros en attendant. Lorsqu'on va finir l'entrevue, en tout cas, s'il y a des questions, vous allez pouvoir les poser dans le chat, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, je parlais de la pandémie et le paradoxe avec la flambée des prix du côté immobilier. Alors, est-ce que tu penses que c'est le bon moment d'investir pour quelqu'un qui veut investir dans l'immobilier en ce moment? Et puis, sinon, quelle stratégie tu peux conseiller à un acheteur potentiel pour arriver quand même à réaliser son rêve, même en temps de pandémie, avec la flambée des prix qu'on constate? Oui. Bien, vois-tu, Victoire, ça aussi, il y a 2 éléments à la réponse. Un, il faut continuer à croire que des bonnes opportunités, il y en a. Moi, je dis toujours la même phrase. Des bons deals, il y en avait, il y en a en ce moment et il y en aura toujours. Pourquoi? C'est simple. Et puis, tu as raison, là, la flambée des prix, on ne peut pas le nier, on ne peut pas jouer à l'autruche et dire « Ah, tout est beau ». Non, non, c'est un fait réel. Ceci dit, il y a toujours des opportunités parce qu'il y a toujours des gens qui vont se divorcer. En Canada, un ménage sur 2 se divorce. Qui dit divorce, c'est dommage pour eux, mais qui dit divorce dit potentiellement bon deal pour celui qui veut acheter. Parce que là, quand on a les cheveux, on se tire les cheveux, on veut vendre. Donc, il y aura toujours des décès, il y aura toujours des cas de succession, il y aura toujours des gens en situation précaire. Donc, tu sais, tu le dis, la pandémie a amené le marché à être à la hausse, mais en même temps, ce qu'on dit moins, c'est qu'elle a fragilisé financièrement bien des gens qui vont, et on commence à le voir, qui vont avoir éventuellement des soucis financiers ou qui ont déjà des soucis financiers et qui vont vouloir se départir de leurs biens immobiliers. Alors, des opportunités, moi, ce que je dis, Victoire, c'est qu'il faut juste savoir où les dénicher. Il faut avoir accès à ces marchés qui sont peut-être un petit peu moins accessibles. Moi, j'appelle ça des marchés cachés, des propriétés qui sont pas encore en vente, mais qui vont se mettre en vente sous peu. Il faut faire de la prospection. Moi, je l'enseigne dans le programme Immo Réussite. Faites de la prospection. Il y a, sur 100 personnes qui veulent acheter un immobilier, il y en a un qui fait de la prospection. Bien, dites-vous une chose, si c'est vous, vous décuplez vos chances de trouver un bon deal. Et c'est pas si sorcier que ça à faire. C'est pas si complexe, tu comprends? Donc, il faut penser différemment. Alors oui, c'est toujours le bon temps d'acheter. Et actuellement, il y a des endroits à regarder.
Tu vois, les centres-villes, les grandes villes se sont vidées. On le voit, là, moi, je suis dans les Laurentides, je suis dans la région de Saint-Sauveur, là, pour les gens du Québec, vous connaissez le coin peut-être. Nous, c'est un endroit de villégiature, il y a des pentes de ski. Quand les restaurants sont ouverts, il y a plein d'activités culturelles. Tu sais, c'est vraiment génial. Nous, on est rendu ici depuis 2 ans et on voit que le marché, les gens veulent acheter dans le coin. Les centres-villes se sont vidés. Mais il ne faut pas perdre de vue une chose, Victoire. Tu l'as dit tantôt, on est en train de se sortir de cette pandémie. Oui. Je pense que d'ici, mettons, 6 mois, la vie va être revenue à la normale et je souhaite que ça le soit avant. Mais tu sais, je veux être conservatrice. Ben, dis-toi une chose, l'attrait pour les grandes villes va revenir. Va revenir. Surtout le centre-ville qui est déserté en ce moment. Comment? Surtout le centre-ville qui est déserté en ce moment. Oui, mais c'est le temps de regarder là. En ce moment, si on est capable d'avoir une certaine vision à moyen terme, c'est le temps d'acheter là. Puis je parle de centre-ville de Montréal, mais toutes les grandes villes. Là. Ça peut être Ottawa, ça peut être Québec ou ailleurs. Si vous êtes à Paris, ça peut être Paris. Parce qu'actuellement, il ne se passe rien. Il n'y a plus de spectacle, il n'y a plus de resto. Mais dans 6 mois, on va être ailleurs. Et c'est pas vrai que les gens qui ont déserté les villes, je veux dire, les amoureux de la ville, ça sera toujours des amoureux de la ville. Tu comprends? Exactement. Qui aiment sortir, qui aiment les spectacles, qui aiment le nightlife. Donc, moi, c'est une opportunité que je regarderai en ce moment. Oh, super. En tout cas, merci pour ces précieux conseils. Alors maintenant, je voudrais qu'on aborde le volet du financement dans l'immobilier. En tout cas, personnellement, pour être passé par là, c'est un vrai challenge, un vrai défi. Puis, c'est vraiment le stress absolu, là, des fois, quand on n'a pas un dossier comme il faut. Alors, quels sont tes conseils pour réussir dans le processus de financement? Oui, je pense que l'étape numéro 1 est de regarder son dossier de crédit et de faire du ménage. Donc, il y a des stratégies assez simples, hein, comme payer des petites dettes qui sont là depuis longtemps. Donc, assainir son dossier de crédit. Nous, dans Immo Réussite, on a un expert qui aide les gens justement à assainir leur dossier de crédit. Donc, ça, je pense que c'est l'étape vraiment numéro 1. Étape numéro 1, on regarde notre dossier de crédit et on essaye le plus possible de faire du ménage, quitte à se faire aider par quelqu'un là, qui est spécialiste dans les dossiers de crédit. Étape numéro 2, apprendre. Et encore là, on va aller du côté de l'apprentissage. Tu sais, Victoire, il existe plusieurs stratégies de financement créatif. Le financement créatif, qu'est-ce que c'est? C'est pour des gens qui soit n'ont pas la mise de fonds ou l'apport, ou encore manque. Tu sais, exemple, ça vous prend, je ne sais pas moi, 40 000 $ ou euros pour acheter une propriété et vous avez 20. Bon, ben, qu'est-ce que je fais avec la différence? Ben là, vous allez vous tourner vers des stratégies de financement créatif et ça s'apprend. Moi, il y a 20 ans, je ne les connaissais pas et aujourd'hui, ben, je les utilise. J'ai acheté une maison il y a 2 ans, j'ai utilisé ce qu'on appelle une balance de vente et un prêt privé. Donc, ça, c'est des exemples qui sont vraiment… Et j'ai acheté avec $0. J'ai rien mis. Tu comprends? Oui. Donc, c'est super important. Ça, par exemple, c'est quelque chose qui choque les personnes qui ne sont pas du tout dans le domaine. Lorsqu'ils entendent que l'on peut acheter avec 0 mise de fonds, on se dit c'est un canular, ce n'est pas possible. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment ça se passe, ce processus-là? C'est très possible. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, au Canada, nous, on enseigne toutes ces stratégies, exemple de balance de vente, de prêteurs privés, d'acheter avec des REER des autres, des marges de crédit, du refinancement, donc aller faire un retrait d'équité. Donc, ça, c'est toutes des stratégies qui peuvent être très facilement utilisées au Québec, au Canada. Du côté de la France, par exemple, ou de l'Europe, moi, je suis allée il y a 3 ans, ça va faire 3 ans, je suis allée à Paris et on a interviewé 12 experts européens. Aujourd'hui, on en a plus là, dans le programme. Et j'ai eu la grande surprise de réaliser que, exemple, en France, si tu veux acheter un bien immobilier, tu peux acheter avec 0 apport et en plus, si tu es capable, bien évidemment, de faire la preuve à ton banquier que le bien que tu convoites, il est rentable. Donc, ça, c'est super important. Et tu peux même, en plus, ajouter les travaux de rénovation que tu as à faire. Et moi, quand je suis revenue de là, j'étais estomaquée. J'ai dit, my God, je suis pas née au bon endroit.
Parce qu'ici, on peut difficilement faire ça, Parfait. de rajouter sur l'hypothèque les travaux à faire. Ça, je te le dis, c'est quand même des petits défis, là. Absolument. OK. Donc, Donc, oui, il y a des stratégies et il ouais. faut les Voilà apprendre. Et à l'information. partir du moment où on les connaît, ben, on peut se lancer. OK, super. Alors, tout à l'heure, tu l'as nommé, hein, tu as parlé des financements privés, des prêteurs Oui, privés. oui. Euh, et c'est quoi la différence entre ces prêteurs privés-là et les institutions financières qu'on connaît comme les banques? Des différences majeures. Une banque, ben, évidemment, on la connaît. Prêteurs privés, ce sont des institutions, des entreprises, des firmes privées OK. qui prêtent. Évidemment, la grande distinction, c'est les taux d'intérêt. Alors, Victoire, moi, je dis toujours aux gens, il faut faire attention. C'est à utiliser avec parcimonie et avec beaucoup de jugement et pas dans toutes les circonstances. OK? Alors, le prêt privé, actuellement, on peut en trouver avec un financement de 7 à 15 Évidemment, si vous allez avec un prêteur privé qui vous prête une mise de fonds de 15 à 15 j'espère que vous avez une bonne stratégie pour le rembourser rapidement. Donc, dans le cas de flip immobilier, exemple, le flip, pour les gens d'Europe et peut-être d'Afrique qui ne connaissent pas le concept, c'est j'achète un bien et rapidement, je le remets en vente dans le but de faire un profit. Donc, ça implique que j'ai payé moins cher que ce que ça vaut, en dessous de la valeur marchande, et je le remets rapidement en vente, soit après avoir fait quelques travaux de rénovation, après avoir repeint, après avoir fait peut-être un petit home staging, ou parfois sans intervention. Donc, j'ai juste eu la chance de dénicher un bon deal et je le prends, je le revends et je fais un profit. Donc, dans un cas comme ça, là, oui, on peut considérer le prêt privé parce que on sait qu'en l'espace de 2, 3 mois maximum, je vais revendre, je vais retirer mes sous et je vais payer mon prêteur privé. Donc, voilà la grande distinction à utiliser avec jugement. OK. Donc, en fait, le prêteur privé, c'est vraiment pas le parent ou l'ami qui nous donne de l'argent, enfin, qui nous prête de l'argent, là. C'est pas ça. Ça, c'est du love money. Love money. L'argent de l'amour. OK. Mais non, mais tu fais bien d'amener la distinction. Le love money, c'est soit un parent ou un proche qui soit vous donne. Alors, si vous donne, vous êtes super chanceux. Si vous avez un vieil oncle riche qui veut vous aider, wow, you're lucky. Ou encore qui vous prête. Donc, et là, évidemment, vous établissez des termes de remboursement, mais ça, c'est du love money, c'est quelqu'un qui est connu de notre entourage. OK, donc ça n'a rien à voir avec les prêteurs. Là, les prêteurs, c'est vraiment des institutions qui vont penser faire leur profit, évidemment. Ben, remarque, j'amène une petite précision. Il y a des prêteurs privés qui le font en solo, mais, et qui s'affichent comme tels et qui peuvent vous prêter même si vous êtes inconnu, mais moi, je les appelle quand même des prêteurs privés. Ça peut être un monsieur qui a beaucoup de sous, une madame, un homme ou une femme qui a beaucoup de sous et qui dit, moi, je veux octroyer des prêts privés. Et son avantage à lui, c'est qu'au lieu de placer ça à la banque avec à peu près pas d'intérêt ou de le mettre en bourse avec quand même des risques, ben, il prête. Et l'avantage du prêt privé, Victoire, c'est que c'est quand même plus facile à obtenir qu'avec une institution financière. Ils sont un peu moins, comment dire… exigeants. Exigeant, c'est exactement le bon mot. Merci. OK, parfait, parfait. Alors, un autre terme qu'on entend aussi souvent dans l'immobilier, c'est l'effet de levier. Oui. On dit que c'est… Voilà, donc c'est quoi cette expression, en fait? Ça réfère à quoi? Bon, alors, pourquoi l'immobilier est si intéressant? Pourquoi j'ai tellement ce désir brûlant, pour reprendre l'expression de Napoléon Hill qui disait you need a burning desire. Pourquoi j'ai ce désir brûlant de former les gens à l'immobilier? C'est à cause de l'effet de levier, Victoire. L'effet de levier, c'est que, et pensez-y là, vous achetez un bien immobilier, prenons des chiffres, qui vaut 2, 3, 4, 500 000 $ ou euros ou plus. Ou moins, c'est pas grave, avec une toute petite mise de fonds ou un tout petit apport, ou pas du tout si vous utilisez du financement créatif. Et ça veut dire que demain matin, quand vous passez chez le notaire, vous avez mis un petit montant, mais vous vous retrouvez du jour au lendemain avec un bien qui vaut 3, 4, 500 000 $ ou euros. C'est ça l'effet de levier. Et plus on veut l'utiliser, plus on doit apprendre des stratégies pour mettre le moins d'argent possible pour faire nos acquisitions. Aucun autre véhicule de placement ne vous permet ça.
Si vous voulez investir à la bourse, prenons cet exemple-là, vous dites j'ai 20 000 € ou 20 000 $ à investir à la bourse, ben, vous allez acheter pour 20 000 $ d'actions ou 20 000 € d'actions et c'est ça que ça va valoir. Puis là, ensuite, ça va fluctuer à la hausse, à la baisse. On vous souhaite que ça soit à la hausse. L'immobilier, c'est pas ça. Tu mets une toute petite mise de fonds et tu te retrouves avec un gros bien. Alléluia! Alléluia! Mais c'est vrai! Ok, je comprends. Donc, c'est vraiment ça, le fait d'avoir cette grosse possibilité de se faire énormément d'argent avec peu de moyens, dans le fond, finalement. Exactement. Et en plus, c'est que ce sont tes locataires qui vont payer au fil des années tes biens immobiliers. Oui. Donc, alléluia 2 fois, hein? Absolument. Donc, tout à l'heure, quand tu parlais du financement, encore là, tu as abordé la question du financement créatif. Oui. C'est un terme sur lequel j'aimerais que tu reviennes un petit peu. Il y a 2 termes, en fait, sur lesquels j'aimerais que tu reviennes. C'est le financement créatif et la balance de vente. Est-ce que tu peux expliquer un peu ces procédés? Le financement créatif, c'est un terme pour… dans le fond, c'est qu'on dit on va chercher du financement d'une façon non conventionnelle à aller chercher du financement avec une banque. Et en dessous du financement créatif, c'est là qu'il y a plein de stratégies, dont la balance de vente, dont acheter avec les REER des autres, dont les barges de crédit, dont le retrait d'équité. La balance de vente, qu'est-ce que c'est? La balance de vente, c'est que je fais une offre d'achat ou un compromis. Si vous êtes du côté de l'Europe, là, vous dites un compromis et vous demandez au vendeur de vous prêter la mise de fonds. OK. Donc, prenons des chiffres. Vous achetez un bien à 200 000 $. Excuse-moi. Donc, tu veux dire qu'en fait, on demande au propriétaire qui vend sa maison de nous prêter la mise de fonds. La mise de fonds. Donc, exemple, je vais vous donner mon exemple à moi. Il y a 2 ans, on a acheté une propriété ici dans les Laurentides. C'était une résidence secondaire. Donc, moi, j'avais déjà une maison dans une autre ville. On décide de s'établir ici pour venir faire du ski l'hiver. Et le propriétaire dit, je suis prête à vous faire un prêt privé et à vous octroyer en plus une balance de vente. Moi, ça faisait mon affaire. Le timing, pour moi, était pas bon pour refinancer mes immeubles. Je n'avais pas envie de le faire parce que j'avais des super bons taux d'intérêt sur mes biens immobiliers. Alors, c'était super. Donc, lui, il nous a dit, parfait, je vais vous donner la balance de vente. Et là, on s'est entendu parce qu'une balance de vente, ça doit être remboursé sur une courte période. Une courte période étant entre 1 et 5 ans. 5 ans étant vraiment le maximum. Nous, avec ce vendeur-là, on a convenu que sur 2 ans, donc à tous les 6 mois, on lui donnait un montant. Tu comprends? Je l'ai fait aussi avec ma belle-sœur il y a plusieurs années. On a acheté un gros bien immobilier, un 16 appartements en Mauricie, ici au Québec. Après ça, un 12 appartements. Et dans les 2 cas, moi, j'ai mis 0. Et c'est ma belle-sœur qui a mis toute la mise de fonds, donc toute la part initiale. Et moi, pendant 5 ans, donc là, nous, dans ce cas-là, c'était une entente entre ma belle-sœur et moi qui était notariée. On s'entend qu'on ne fait pas un contrat sur une napkin de restaurant comme j'ai fait à l'époque, là. Donc, vraiment quelque chose de notarié, en bonne et due forme. C'est vraiment un contrat. Mais c'était quand même du love money. Hein? C'était du love money quand même. Ça, c'est pas du love money. Ça, c'est vraiment une balance de vente. Parce que ce que ça voulait dire, c'est qu'à tous les mois, pendant 5 ans, dès le jour 1 où on devenait propriétaire du bien immobilier, moi, je prenais une portion des revenus de location, ma portion à moi, et je la remboursais. Ce qui fait que je me suis retrouvée avec un 16 et un 12 appartements, donc plus d'une vingtaine d'appartements en mettant 0. Et à même les revenus de loyer mois après mois durant 60 mois, donc durant 5 ans, j'ai remboursé ma belle-sœur. Tu comprends? Ça, c'est une belle façon de commencer en immobilier. Oui, avec 0, tu comprends? Oui, absolument. C'est vraiment super. Oui, c'est vraiment extra. Et puis, merci beaucoup de nous partager toute cette stratégie-là. Je dis entre-temps à la communauté, ça ne vous empêchera pas après d'aller en formation. Vraiment, on va en parler quasiment à la fin de notre conversation. Là, on parlera du programme de formation de Stéphanie, qui est vraiment un programme complet, je peux vous le dire, parce que je l'ai fait moi-même. Et je peux vous dire que c'était un programme qui va vous apporter énormément. Alors,
on va évoluer. Le temps passe vite. J'espère qu'on va couvrir toutes nos questions. Alors, justement, on va aborder la question de ton programme parce qu'il y a beaucoup d'intérêt, comme je t'ai dit, au sein de la communauté. Puis, les informations que tu nous apportes présentement sont tellement intéressantes. Ça demande qu'on aille creuser un peu plus que c'est cette heure que tu nous accordes. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton programme IMO Réussite? Comment on peut y participer? Et surtout, est-ce qu'on peut y participer de l'extérieur? Parce que moi, j'ai beaucoup de monde qui est connecté de l'Afrique. Oui, tout à fait. On a vendu d'ailleurs en Afrique, on vend beaucoup en France aussi, en Belgique, en Suisse, un peu partout. On vend dans la francophonie, hein, à vrai dire. Et moi, ce que je dis souvent, Victoire, parce que la question nous est posée à l'occasion, Stéphanie, exemple, quelqu'un qui est en France, Stéphanie, est-ce que ton programme pourra vraiment m'aider, moi qui est en France? Et je leur dis toujours, ne perdez pas de vue que l'immobilier, les bases de l'immobilier sont les mêmes qu'on soit au Canada, en France, en Belgique, en Afrique. Les bases, c'est les bases. Okay. Par contre, là où il y a des différences, c'est au niveau légal et fiscal. Et ça, on est justement allé chercher des experts pour parler, pour pallier à ces différences-là. Donc, IMO Réussite, c'est un programme où moi, bien évidemment, j'enseigne. C'est plus de 40 heures de formation. Tu le sais, tu l'as fait. Plus de 40 experts. Énorme, la possibilité aussi, mois après mois, de venir poser les questions dans des webinaires qui sont juste exclusifs aux membres. Donc, vraiment, c'est un accompagnement où on essaye de suivre les gens le plus possible pour qu'ils passent à l'action. Oui. Tu comprends? Vraiment. Donc, écoute, c'est un programme super complet. Puis, tu sais, si les gens ont envie de voir un petit peu de ce qui en ressort, si vous allez sur imoréussite.com, vous allez entrer votre email, c'est gratuit, et vous allez avoir déjà une série de 4 vidéos gratuites. Alors, on commence avec ça, on parle de plus de 2 heures de contenu. Et ensuite, si vous avez envie de poursuivre l'aventure, ben là, évidemment, vous pourrez poursuivre. Mais déjà, moi, je dis aux gens, commencez avec ce contenu gratuit pour voir est-ce que ça vous parle, est-ce que ça vous rejoint, est-ce que vous pensez que ça pourrait être aidant pour vous? Et ensuite, ben, vous pourrez basculer vers le programme IMO Réussite. Ben oui, super, super. Alors, j'aimerais rassurer la communauté. Tout à l'heure, je pense qu'on va pouvoir avoir 10 minutes de questions pour prendre vos questions si jamais il y en a dans le chat. On arrive aussi à un point important. Je pense même que c'est la question joker de notre rencontre parce que, comme j'ai dit au début de la conversation, il y a beaucoup de parents, d'étudiants internationaux qui nous suivent. Et depuis l'Afrique, en fait, et ils aimeraient, souvent j'entends des gens me dire « Oh, j'aimerais bien investir dans l'immobilier au Canada, mais je ne sais pas trop si j'ai le droit ou si je peux. » Donc, on a une experte avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous confirmer que c'est possible et quelles seraient les conditions à ce moment-là? Ben, c'est tout à fait possible. Moi, j'ai accompagné, entre autres, un de mes amis et écoute, lui, c'est un globe-trotter. Hein? Alors là, il est à Dubaï en ce moment depuis 1 an. C'est un gars originaire de la France. Il a vécu à Londres. Écoute, il se promène un peu partout. Et lui, il m'avait dit, Stéphanie, je veux vraiment que tu m'accompagnes pour investir au Canada, donc au Québec. Ce qu'il a fait, il est très content. On s'est encore parlé la semaine dernière. Et dans le fond, comme je le disais depuis le début, il faut aller chercher les connaissances et par la suite, les membres du programme IMO Réussite ont toujours le loisir par la suite de contacter les experts. Donc, quelqu'un qui vit en Afrique ou qui vit en France pourrait dire, moi, j'ai envie d'appeler le banquier du programme ou encore le fiscaliste. Et c'est clair là, qu'il y a des frais, hein, c'est pas inclus, là, vous aurez compris. Mais ces gens, et c'est ce que Olivier, mon ami, a fait. Moi, je l'ai introduit à mon réseau ici. Ce que je fais aussi avec des membres qui sont de l'extérieur du Canada et qui veulent venir investir ici. Alors, oui, tout à fait. Et puis, qui sait, est-ce que vous déciderez pas à l'occasion de venir, là, moi, on est près de Montréal, mais ça peut être ailleurs, et de venir faire votre tour à l'occasion parce qu'on s'entend, les avions vont revoler un jour dans le ciel. C'est sûr. Mais oui, c'est possible. C'est possible. Mais évidemment, il faudrait que les personnes se déplacent au Canada. Ils ne peuvent pas acheter de l'extérieur comme ça. Tu vois, Olivier, lui, avait acheté, il n'était même pas sorti de la France quand il a fait son achat. Donc, moi, je lui avais donné des stratégies pour aller sur des sites ici, analyser des propriétés. Puis, tu sais, aujourd'hui, avec Google Maps, c'est tellement merveilleux. On rentre l'adresse, on peut se promener dans le secteur. Écoute, moi, quand j'ai commencé, là, il y a 28 ans, quand je voyais une propriété en vente, Victoire, là, je partais avec ma voiture
Et là, des fois, je faisais 40 minutes de route. Puis des Mhm. fois, c'était plus parce qu'il y avait du trafic, puis des Ouais. embouteillages, puis blablabla. Mhm. Des fois, je perdais 4 heures pour aller voir un bien immobilier. Et là, j'arrivais devant, puis j'étais comme, oh my God, non, 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 Ouais. non, 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 non. Tu comprends? Parce que Ouais. sur le listing ou sur la fiche, j'avais vu une photo, ça semblait bien. Mais quand tu arrivais dans le coin, tu voyais en face un vieux garage désaffecté. Tu Mhm. sais. Mhm. Alors là, je venais de perdre 4 heures. Aujourd'hui, tout ça se fait en un clic. Je vais me promener sur Google, je me promène dans le secteur. OK, c'est bien, wow, c'est bien situé. Donc, pour les gens qui sont à l'extérieur, c'est un peu le même principe. Tu OK. comprends? C'est possible. Ouais. Et tu vois, moi, aujourd'hui, j'ai des appartements qui sont loin de chez moi. Je Mhm. n'y vais jamais. Pourquoi? Parce que j'ai des gestionnaires, donc j'ai des administrateurs de biens, j'ai Exactement. des bons concierges. Ouais. Je n'ai pas besoin de me déplacer. OK, parfait. Donc, vous avez bien compris, hein, relayer l'information, c'est possible d'acheter au Canada, même en n'étant pas résident. Tout à fait. C'est bon de le savoir. Alors, pour ma part, hein, je suis sûre que dans le chat, avec ceux qui sont présents, il y aurait des questions. Mais pour ma part, on arrive, oui, déjà à la fin de toutes les questions que j'avais prévues pour toi, Stéphanie. Puis, ce que je voulais que tu nous dises, en fait, par rapport à cette entrevue-là, c'est qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à ceux qui hésitent encore aujourd'hui à se lancer dans l'immobilier parce qu'ils trouvent que c'est une affaire de gros sous, c'est une affaire de riches. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Ben moi, j'ai envie de leur dire, commencez à la hauteur de ce que vous voulez. Moi, quand j'ai débuté là, à 22 ans, Victoire, écoute, j'avais acheté 3 appartements, j'avais à peu près pas d'argent. Je viens d'une famille très classe moyenne. On n'était vraiment pas riches quand j'étais jeune, loin de là. Euh, et j'ai commencé petit. Et c'est avec le temps que j'ai commencé à ouvrir mon champ de possibilités, à dire, OK, je pourrais penser plus grand, je pourrais voir plus grand. Mais tu sais, moi, j'ai envie de dire aux gens qui sont avec nous, allez-y avec là où vous êtes en ce moment. OK. Et peut-être que dans 2 ans, quand vous aurez fait une première acquisition ou 2 acquisitions, vous allez être ailleurs dans votre tête, dans vos désirs. Et là, vous penserez à un peu plus grand. Ouais. Mais quel que soit votre objectif, il est OK. Moi, j'ai plein de membres du programme Immo Réussite Victoire qui joignent la formation et qui n'ont aucun objectif d'avoir 100 appartements, mais pas du tout. J'en ai plein qui me disent, moi, Stéphanie, je veux avoir 2 biens immobiliers pour assurer mes vieux jours, pour être un peu plus confortable à ma retraite. Et c'est parfait. Okay. Tu comprends? Bah oui. Ah oui. OK, super. Donc, en fait, moi, ce que je retiens pour la communauté, là, on en parle souvent, il faut passer à l'action, en fait. Il faut vraiment passer à l'action. Si on se met trop de blocage, trop d'hésitation, on ne va jamais le faire. Donc, il ne faut pas attendre d'avoir 10 millions en banque pour dire, ben, je vais y aller. On a compris à Stéphanie qu'elle a commencé avec $0 quasiment. Donc, c'est possible. Il faut vraiment passer à l'action. Merci infiniment, Stéphanie. Là, j'ai quelques questions dans le chat. Je viens de voir quelqu'un qui a demandé, est-ce que c'est mieux d'être incorporé lorsqu'on envisage des propriétés locatives? C'est une bonne question. Moi, pendant des années, j'ai acheté à mon nom personnel et un jour, quand j'ai eu plus de 50 appartements, mon fiscaliste, donc mon comptable, m'a dit, là, Stéphanie, c'est le temps. Alors, on a formé une incorporation et on a fait ce qu'on appelle un roulement. Donc, on a pris mes immeubles et on les a roulés, c'est un terme là, de comptable, dans la société. Alors, souvent, quand on débute, il faut voir les plus et les points à considérer. Il y a des avantages à l'incorporation, mais il y a aussi que si vous avez peu d'appartements, ça coûte cher parce que vous devez faire des états financiers. Donc, souvent, votre comptable va vous dire, commence à acheter en ton nom personnel et éventuellement, si tu adores ça, si tu veux grossir, ben là, on pensera à faire la transition, mais on n'est pas obligé de le faire dès le début. OK, super. Une autre question, quelqu'un qui dit qu'en fait, son inquiétude, c'est sur les impôts. Est-ce qu'il y a une pression fiscale quand on est investisseur, quand on a un bien immobilier? Écoute, quand on a un bon fiscaliste tu sais, moi, mon fiscaliste prend toujours de l'amortissement année après année. Il y a des gens qui n'en prennent pas. Moi, je pense que oui, il faut en prendre. Tu sais, l'immobilier, ça ne fait pas exception du reste. Hein. Si on est en affaires, si on fait des profits à la bourse, on va devoir payer de l'impôt. L'immobilier, c'est un peu le même principe. Ceci dit, moi, j'ai toujours dit, je veux payer le plus d'impôts possible
Ouais. Pourquoi? Parce que ça veut dire que je fais beaucoup de sous si je paye beaucoup d'impôts. Donc, je le dis un peu à la blague, mais il y a une fond de vérité là-dedans. OK. Alors, si on a un bon comptable ou un bon fiscaliste qui connaît les stratégies, justement, tu sais, nous, on a fait une fiducie par-dessus ça. Donc, éventuellement, si un jour je léguais mes immeubles à mon fils, c'est ce qui va arriver là, dans l'ordre des choses, bien évidemment, il y a un paquet de stratégies où lui aura très peu d'impôts à payer, ce serait la génération suivante. Alors, avec les conseils d'un bon fiscaliste qu'on en a dans le programme, qui viennent répondre à ces questions-là et qui sont beaucoup bien meilleurs que moi, hein, Victoire, pour y répondre. Mais il faut savoir que, tu sais, moi, ça n'a jamais été un frein pour moi de dire, je ne veux pas investir parce que je ne veux pas payer d'impôts. Ça, c'est comme dire, j'aimerais pas ça faire 100 000 par année ou 100 000 euros parce que je vais payer trop d'impôts. Ouais, mais tu sais, il t'en reste plus que si tu fais 20 000. Plus on paye d'impôts, plus on se fait d'argent. C'est ça que ça veut dire. C'est ça. OK, super. Merci. Alors, une autre question. Qu'est-ce qui est plus rentable? Est-ce acheter en métropole ou dans une petite ville? C'est une bonne question. Et je t'aurais dit il y a quelques années que la métropole était plus rentable. Aujourd'hui, le marché s'est pas mal stabilisé. Ce qu'il faut considérer, c'est que si vous achetez dans des grandes villes en métropole, vous allez payer plus cher actuellement. Mais par contre, vous allez pouvoir louer plus cher aussi. Alors, ça va ensemble. Si vous achetez en région, ben, vous allez payer moins cher, théoriquement, le bien immobilier, mais les revenus aussi. Ça se suit. Donc, moi, j'ai les deux. J'ai des biens à Montréal, donc vraiment dans la ville, et j'ai des biens en région, donc dans des municipalités là, à l'extérieur vraiment de Montréal. Et dans les deux cas, c'est très intéressant. Ça n'attire pas la même clientèle. Moi, je trouvais intéressant de me diversifier. Et après ça, ben, c'est une question de proximité d'où vous habitez. Si vous décidez vous-même de gérer vos apparts et que vous habitez dans la métropole, ben, moi, je dis toujours, Victoire, achetez au début dans un rayon de 30 minutes de votre propriété personnelle si vous le gérez. OK, super. Bon, le temps file et là, on a pas mal de questions. On a encore 3 ou 4 questions dans le chat. Le crowdfunding, est-ce que c'est une bonne manière de se financer dans l'immobilier? Écoute, oui, mais il y a des risques. OK? Alors, c'est sûr que moi, ce n'est pas quelque chose que j'enseigne nécessairement dans le programme Immo Réussite. Je n'ai pas encore trouvé, et le jour où je vais le trouver, c'est sûr que je vais avoir un expert qui va nous en parler. Mais moi, avant de mettre de l'avant des gens comme experts dans mon programme, je veux être certaine que moi, je les utiliserai et que je suis confortable avec ce qu'ils proposent. Actuellement, je n'ai pas encore trouvé quelqu'un avec qui je trouve que ça a été un succès majeur. Donc, s'il y a des gens qui ont des gens à me proposer qui vraiment utilisent cette pratique, je suis très ouverte aux commentaires, hein, comme on dit. Mais j'aime autant pas me prononcer parce que c'est pas quelque chose que nous, on recommande actuellement. Et ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais moi, je dis toujours, moi, je me suis spécialisée dans certaines choses. Moi, j'ai fait beaucoup d'acquisitions pour conserver, j'ai fait des flips immobiliers, j'ai fait de l'autoconstruction, alors, il y a plein d'avenues que j'ai explorées en immobilier, j'ai fait un peu de location saisonnière. Donc, moi, j'enseigne des trucs et j'ai des experts qui viennent nous parler de leur stratégie, mais moi, je cautionne. Hein. Les gens qui viennent dans mon programme, c'est parce que je les cautionne. OK, super. Une autre question qu'on pourrait prendre, c'est, alors, qu'est-ce qu'on me demande? Investir dans l'immobilier modéré ou de luxe? Je pense que c'est un peu, ce que tu as dit un petit peu par rapport à investir en ville ou plutôt en banlieue. Mais bon, c'est deux stratégies différentes. Moi, je n'ai pas de souci à voir les gens investir dans l'immobilier de luxe si le secteur suit. Tu comprends? La grande erreur que des gens font des fois, c'est qu'ils vont acheter des biens, ils vont les surrénover, donc mettre trop de sous et demander trop cher pour le secteur. Ça ne tient pas la route, tu comprends? Moi, dans les deux cas, j'ai les deux types d'appartements, mais ce qui est super important, quel que soit là, le haut de gamme ou le plus milieu de gamme, c'est la localisation. Vous avez sûrement déjà entendu ça en immobilier, il y a 3 critères, localisation, localisation. Tu m'as entendu le dire souvent, c'est super important. Donc, un bon secteur va attirer des bons locataires, va attirer moins de taux de vacances, donc de logements inoccupés. Pour moi, ça, c'est le mot d'ordre.
OK, super. On a une question d'une étudiante, enfin une personne qui vient juste de finir ses études, en tout cas qui a encore une dette étudiante et qui dit: «Je suis en train de rembourser cette dette, mais je suis en train de réunir aussi une mise de fonds pour acheter. Est-ce que je dois me lancer quand même?» Ben oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Comme on l'a dit depuis le début de l'entrevue, c'est parfait si elle est en train d'amasser une mise de fonds. OK. Mais en même temps, ça ne l'empêche pas de commencer à, un, se former, deux, regarder où elle a envie d'investir. Moi, je donne souvent là, le petit devoir à mes gens qui me Mhm, suivent, mhm. qu'ils soient membres ou non du programme Imo Réussite, je leur dis, déterminez où vous voulez investir et OK. faites comme si vous étiez prêt. Même si vous n'êtes pas encore 100% prêt, Ouais. regardez qu'est-ce qui sort sur le marché. C'est quoi les nouvelles propriétés? Qu'est-ce Mhm, qu'il y a de disponible? Et plus mhm. vous allez vous mettre là-dedans, plus il va y avoir des opportunités, vous allez continuer à vous former et un jour, bang, vous allez faire votre première offre OK, d'achat. super. L'autre volet de cette question que moi je voyais, c'était plus par rapport au taux d'endettement. Est-ce que le fait qu'elle ait une dette étudiante ne va pas être un frein à son financement, non? Ben, oui, c'est oui et non. Dans OK. la mesure où, moi, ce qu'il faut comprendre, c'est que toi, tu le sais, tu es dans ma formation, mais moi, je dis toujours aux gens, idéalement, si vous pouvez rapidement vous tourner vers du 5 appartements et plus. OK. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, la banque, donc l'institution financière, ne regarde pas les revenus et les OK. dettes des gens. On OK. regarde la rentabilité. C'est bien. Donc, pour cette personne qui est étudiante, oui, on en a tous des dettes. Mhm, Je veux dire, elle, c'est des dettes étudiantes. Moi, j'ai d'autres dettes. Toi, tu en as mhm, d'autres. Tout le monde qui mhm. nous écoute, en principe, a des dettes. Ouais. Et ça fait partie de la vie. Mais en même temps, si on se tourne vers des plus gros biens immobiliers, donc Mhm, 5 et plus, mhm. il y a possibilité d'acheter sans que notre dossier personnel soit passé à la loupe. Tu comprends? OK. OK, mais en tout cas, je pense que il ne reste plus que 4 minutes. Je n'ai pas d'autres questions dans le chat. Je ne sais pas si quelqu'un a une autre question parce qu'on a vraiment profité de la présence de Stéphanie. Questions ont vraiment s'enchaîner les unes après les autres. Je ne vois pas de questions arriver, alors je voulais vraiment prendre le temps de te dire encore infiniment merci. Merci beaucoup, Stéphanie, pour le temps que tu nous as accordé. Pour moi, c'est un rêve qui se réalise. J'en reviens pas. J'ai reçu la grande Stéphanie Milo. Ça va rester dans les annales de livres de Prospérer. Et la communauté est très contente aussi parce que j'ai reçu des retours. Des gens m'ont dit vraiment, et c'était vraiment génial de voir qu'on a quelqu'un de ta trempe qui veut bien venir nous partager son expérience. Et effectivement, ça a été très, très enrichissant. Merci encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, j'espère qu'on aura une autre occasion de te recevoir, de pouvoir échanger encore et profiter de ton expérience. Merci beaucoup, Ça me Stéphanie. ferait un grand plaisir. C'est moi qui te remercie. Merci de m'offrir cette belle vitrine. Tu sais, j'ai envie de dire aux gens, si vous connaissez des gens autour de vous, que ce soit des jeunes qui commencent dans la vie, souvent là, quand on est dans le début vingtaine, des femmes aussi. Tu sais, j'ai décidé, moi, d'ouvrir beaucoup là, le marché de la France, la Belgique, la Suisse, et puis j'ai envie d'inspirer tout le monde parce qu'on a beaucoup d'hommes qui me suivent. Hein. L'immobilier a toujours été beaucoup un marché masculin, mais je vois que parce que je suis une femme, il y a bien des femmes qui ont envie de me suivre. On le voit, nous, dans nos ventes. Et je trouve ça génial parce que on reprend notre pouvoir, hein? Ben oui, Donc, ben oui. et qu'on soit homme, femme, mais d'avoir une certaine liberté financière, Victoire, Oui. je trouve ça important. Et il faut se défaire de la croyance que de vouloir faire de l'argent, c'est une valeur superficielle. Pas du tout. Tu sais, je te disais avant l'entrevue que je suis allée au Sénégal il y a 2 ans, juste avant la pandémie. Je suis allée faire un voyage humanitaire là-bas. Et la vérité, c'est que j'aurais pas pu y aller si j'avais pas ce style de vie-là. Parce que quand tu vas faire un voyage humanitaire, je veux dire, tu payes pour aller là, puis ça me faisait tellement plaisir de pouvoir redonner. Pour moi, l'immobilier, c'est ça que ça me permet d'aider des gens autour de moi, dans ma vie, autour proche, d'avoir une vie à la hauteur de mes attentes, mais de redonner aussi à des causes qui me tiennent à cœur. Ah oui. Donc, si on part avec cette idée, ben, je pense, tu sais, qui est noble selon moi, ben, je pense qu'on peut y arriver. OK. Mais merci encore, Stéphanie. Alors, bisous à tout le monde. Et à bientôt. Merci encore. Et au revoir tout le monde. Hein. Merci pour votre présence. À bientôt. Bye.